bonjour à tous, je me présente, Marie-André Lamontagne, bienvenue au Festival littéraire international Métropolis Bleue, qui connaît maintenant sa 23e édition. La programmation du printemps 2021 a pour thème principal les défis de notre temps, avec un point d'interrogation, parce que tout reste à définir et à préciser en la matière. Sur ce thème, la programmation réunit des écrivains, des penseurs et propose une cinquantaine d'événements en format virtuel, pandémie oblige. Il faut savoir que le Festival Métropolis Bleue remet aussi chaque année un certain nombre de prix littéraires importants. Cette année s'ajoute le prix Sciences et littérature Métropolis Bleue et c'est la première édition de ce prix qui va nous occuper au cours de la prochaine heure. J'ajoute que le présent événement a lieu avec le soutien du Consulat général de France à Québec et en partenariat avec le CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Alors, le prix Sciences et littérature Métropolis Bleue, de quoi s'agit-il? Eh bien, suivant un idéal des savoirs qui cherche à faire la synthèse plutôt qu'à opposer les connaissances, ce prix récompense une œuvre qui renoue à sa manière et en l'actualisant avec l'esprit encyclopédique des Lumières et incite au plaisir de la lecture. Pour cette première édition, le prix est remis à l'économiste français Thomas Piketty, auteur notamment du Capital au XXIe siècle, ça c'était en 2013, véritable phénomène éditorial, on s'en souviendra, puisqu'il a été traduit en 40 langues et vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Outre le fait que cet ouvrage renouvelle notre compréhension de la dynamique du capitalisme, son auteur est un économiste qui appuie sa démonstration souvent sur des œuvres littéraires, les romans de Balzac ou de Zola par exemple, ce qui peut que nous réjouir, nous autres littéraires. Thomas Piketty, donc directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et professeur à l'École d'économie de Paris. Il est aussi l'auteur de Capital et idéologie, ça c'était en 2020. Fruit de 15 ans de recherche, Capital et idéologie retrace l'histoire et le devenir des régimes totalitaires et est le prolongement de Capital au XXIe siècle. Thomas Piketty tient également un blog sur le site du journal Le Monde et il en a réuni les chroniques publiées entre 2016 et 2020 sous le titre « Vivement le socialisme », point d'exclamation, paru aux éditions du Seuil comme les autres ouvrages que j'ai mentionnés. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de lui remettre le prix Sciences et littérature Métropolis Bleue. Un entretien occupera la plus grande partie de cette cérémonie. Il sera mené par M. Frédéric Mérand, directeur scientifique du CERIUM, et il portera sur l'avenir du socialisme, vaste question, en tout cas c'est le sujet annoncé, à l'issue de quoi je m'entretiendrai brièvement avec le consul général de France à Québec, M. Frédéric Sanchez. Il se trouve que ce dernier a montré un vif intérêt à l'endroit des travaux de Thomas Piketty et nous l'inviterons à commenter brièvement la teneur de cet entretien qu'il découvrira en même temps que nous tous. Mais d'abord, remettons ce prix en bonne et due forme. Il s'accompagne d'un montant de 5 000 $ canadiens et d'un trophée, tout ce qu'il y a de plus tangible et non virtuel. Je vais le montrer à l'écran, voilà, argent et trophée, voici le trophée. Nous vous le ferons parvenir par la poste, Thomas Piketty. Et puis quant à l'argent, je ne vais pas montrer un chèque à l'écran parce qu'on va procéder par virement bancaire. Nous sommes au XXIe siècle, comme nous le savons. Alors Thomas Piketty, quelques mots sur ce prix que nous vous remettons? Oui, je voudrais vous remercier. Je précise tout de suite que les 5 000 $ canadiens iront à des doctorants et étudiants, masteriens, assistants de recherche de mon laboratoire sur les inégalités mondiales et non pas sur mon compte en banque. Mais je suis très, très heureux de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Je préférerais évidemment de beaucoup être au Québec avec vous. Et j'espère que ce n'est que partie remise. Oui, bien sûr. Alors, on va laisser maintenant toute la place à l'entretien. Il sera mené, je l'ai dit, par Frédéric Mérand, professeur et directeur scientifique du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Messieurs, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour.
Alors Thomas Piketty, vous êtes l'économiste le plus connu au monde actuellement, mais vous êtes aussi un écrivain, d'où la remise de ce prix, je vous en félicite. Alors que la science économique professionnelle a plutôt la réputation d'être libérale, voire conservatrice, vous êtes un économiste qui jouit du respect scientifique de ses pairs, certes, mais vous êtes marqué à gauche. D'ailleurs, votre dernier livre s'intitule Vivement le socialisme. Il s'agit à la fois d'un recueil de vos chroniques parues dans Le Monde et d'un résumé des principales contributions, on pourrait dire de nature politique, que vous avez formulées dans votre dernière somme, Capital et idéologie. Alors, j'aimerais commencer par une anecdote qui m'a frappé en lisant votre ouvrage. Vous débutez en écrivant « Si on m'avait dit en 1990 que je publierais un recueil intitulé Vivement le socialisme, j'aurais cru à une mauvaise blague. » En effet, vous n'avez pas toujours été socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça veut dire pour vous être socialiste? Oui, alors, bon, moi je me vois d'abord comme chercheur en sciences sociales plus que comme économiste ou historien. Je pense que les frontières entre l'économie, l'histoire, les sciences politiques, la sociologie sont beaucoup moins claires que ce que cherchent à prétendre parfois les économistes ou ce que cherchent à prétendre parfois d'autres spécialistes d'autres disciplines. Si vraiment il fallait choisir une discipline, mon travail a plus consisté à faire de l'histoire au sens où donc moi j'ai écrit 3 livres, en gros Les hauts revenus en France au XXe siècle en 2001, Le Capital au XXIe siècle en 2013 et Capital et idéologie en 2019. Et les 3 partent d'abord de sources historiques sur l'histoire des patrimoines, des successions, des revenus, des salaires, des représentations aussi au sujet de ces inégalités, parce qu'effectivement la littérature a une espèce de puissance évocatrice pour évoquer les conséquences de l'argent dans la vie des gens, simplement dans la psychologie des gens, que les pauvres chercheurs en sciences sociales comme moi n'ont pas ce talent, mais justement, on va essayer de combiner les langages pour combiner ces approches qui toutes participent à, je dirais, à la manifestation de la vérité, en tout cas nous apportent différents angles sur la réalité. Alors, sur le socialisme, bon, moi, vous savez, j'appartiens d'abord à ma génération, mais je suis né en 1971. Donc, moi, j'ai eu 18 ans en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Et donc, moi, j'ai pas eu le temps d'être tenté par le communisme. Je suis devenu adulte en constatant l'échec absolu des régimes communistes de type soviétique. J'ai voyagé comme étudiant, comme jeune étudiant. Je me souviens allant à la rencontre des étudiants roumains en février 90, juste après la chute du régime, allant à Moscou l'été 90, l'été 91, pour essayer de comprendre tout ça. Donc j'ai jamais été tenté par ça. Et c'est vrai que dans les années 90, comme beaucoup de personnes, j'étais, disons, sans doute plus libéral que socialiste, au sens où je pensais, et je pense toujours d'ailleurs, que l'économie de marché et certaines formes de propriété privée, en tout cas de propriété décentralisée, peut-être plus sociale que privée, on pourra en reparler, mais en tout cas font partie de la solution, et que simplement l'abolition absolue de toute forme de marché de propriété, de toute évidence, ça n'a pas très bien fonctionné. En même temps, voilà, 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, même par rapport à 90, donc je n'ai plus 18, 19 ans, mais 49 ans, et le monde a beaucoup changé. Et on se rend compte à quel point l'hypercapitalisme sans rival a été, par certains côtés, beaucoup trop loin. Et le cas de la Russie post-communiste est évidemment le cas le plus extrême, puisque ce pays, après avoir été le pays qui promettait d'abolir totalement la propriété privée, est devenu la capitale mondiale des oligarques, des paradis fiscaux, de l'opacité financière. Et bon, on aurait préféré qu'il devienne la Suède social-démocrate, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Et donc, voilà, on a été trop loin. Je pense qu'il faut reprendre le mouvement de réflexion, de dépassement du capitalisme. Alors, qu'est-ce que c'est être socialiste pour moi? Je voudrais tout de suite dire que le type de socialisme participatif, comme je le décris dans mon dernier livre que je propose, pour moi, est complètement dans la continuité des évolutions très profondes qui ont déjà eu lieu, mettons, au cours d'un siècle. C'est-à-dire, si on compare la forme de capitalisme social-démocrate qu'on a aujourd'hui, avec des niveaux de socialisation des richesses de l'ordre de 40 ou 50% du revenu national sous forme de cotisation sociale, de prélèvements obligatoires, avec un système de droit de propriété qui est quand même beaucoup plus équilibré entre les propriétaires, les non-propriétaires aujourd'hui qu'il y a un siècle. Donc si on compare le capitalisme disons, social-démocrate d'aujourd'hui avec le capitalisme de 1910, qui était un capitalisme extrêmement brutal, autoritaire, colonial, patriarcal. Alors, c'est pas que tout s'est arrangé depuis, mais sur un siècle,
la transformation du système économique et du système social a été absolument radicale. Et donc moi, ce que j'indique à la fin de mon livre comme perspective pour un socialisme démocratique, écologique, participatif, métissé pour le XXIe siècle, c'est à la fois différent, parfois même très différent du système économique qu'on a aujourd'hui, mais je dirais c'est pas plus différent du système économique qu'on a aujourd'hui que le système d'aujourd'hui n'est différent de celui d'il y a un siècle. Et donc si on se projette à l'échelle de 2050, de 2080, moi c'est vrai que ce livre-là, c'est pas un livre pour ce qu'il faut faire la semaine prochaine ou dans un jour, et c'est pas forcément les conseils que je donnerais à des responsables politiques qui évidemment, ont besoin d'avoir des punchlines en 30 secondes très efficaces et très simples. Moi, je suis dans un autre type d'exercice, c'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir écrire des livres, et des livres longs, donc de m'adresser à des personnes qui, a priori, ont le temps de prendre le temps de la réflexion. Et je pense que cet exercice est utile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste être dans la tactique permanente de qu'est-ce qui va marcher dans les sondages la semaine prochaine. Et on a le droit parfois aussi de réfléchir à quel type de système économique et social et politique d'ensemble on voudrait avoir à l'horizon de le temps qu'il faudra. Et si on se prête à cet exercice, qui est ce que je fais en ce livre, en tout cas, on arrive, sur la base des évolutions historiques que je trouve, parce que moi, je vous ai dit comment j'ai pu changer d'avis en 30 ans et je vais continuer de changer d'avis. Et moi, je ne suis pas un militant de quoi que ce soit. Je suis d'abord un chercheur en sciences sociales, un chercheur en histoire économique et politique, et j'essaye de comprendre les leçons qu'on peut tirer de ces matériaux historiques que je collecte pour en tirer ensuite des leçons pour la suite. Alors, on va essayer de décortiquer un peu les éléments de ce socialisme que vous mettez de l'avant. Mais avant, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous vous sentez à contre-courant? Parce qu'aujourd'hui, le socialisme, d'une certaine manière, semble avoir meilleure presse aux États-Unis, dans une partie de la gauche, qu'en Europe. Évidemment, en Chine, il est utilisé d'une toute autre manière. Est-ce que vous sentez que vos propositions vont plutôt dans le sens de l'histoire, ou vous vous sentez quand même un petit peu un personnage original dans les débats politiques actuels? Oh non, pas spécialement. Enfin, ni original, ni à contre-courant, ni spécialement dans la norme. Enfin, j'essaie. Moi, je suis, vous savez, comme tout le monde, je suis très marqué par les évolutions qu'on voit autour de moi. Et donc, beaucoup des réflexions que je fais, dans le fond, ne sont qu'une façon un peu plus systématique et historique d'essayer de rassembler des matériaux sur les évolutions que chacun peut voir. Donc, effectivement, aux États-Unis, par exemple, l'idée de socialisme démocratique est aujourd'hui beaucoup plus populaire, en particulier dans la jeunesse, qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans, simplement parce que le réganisme, enfin la promesse réganienne de plus de prospérité, plus de salaire pour tout le monde grâce à la libéralisation de l'économie et à la baisse des impôts sur les plus riches, n'a pas vraiment fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'opinion aussi s'adapte à ce qu'elle voit, et aujourd'hui on a ce mouvement fort aux États-Unis. Je voudrais quand même rappeler que les deux candidatures, Sanders et Warren, lors des primaires du Parti démocrate, là, il y a un peu plus d'un an, avaient à peu près la moitié des voix, et parmi les jeunes, avaient une nette majorité. Et quand je dis parmi les jeunes, c'est même encore tous les moins de 50 ans, donc j'y suis encore, là, à 49 ans, il y avait une nette majorité pour Warren Sanders par rapport à Biden. Et donc, je dirais tous les espoirs sont permis, et même Biden lui-même, même si c'était le candidat le plus centriste, disons, on voit qu'il réalise qu'il a besoin d'essayer de retrouver un peu de confiance, notamment auprès des classes populaires qui, autrefois, votaient pour le Parti démocrate, quelles que soient leurs origines et leur couleur de peau, dans les années 50, 60, 70, parce qu'il y avait une plateforme de transformation sociale, de réduction des inégalités, dans lesquelles se retrouvaient les uns et les autres, au-delà de leurs différences. Malheureusement, les choses ont changé, et je pense que ce serait une très grande erreur pour les démocrates états-uniens de penser que c'est simplement le racisme ou la hargne des classes populaires blanches qui les empêcherait de voter pour les démocrates, alors que les démocrates auraient tout bien fait, feraient tout parfaitement pour eux, et que c'est juste les gens qui s'en rendraient pas compte. Non, je pense que les démocrates aux États-Unis, de même que les partis sociaux-démocrates en Europe, n'ont pas tout bien fait, et que c'est en partie parce que justement ils ont
abandonné parfois le terrain de la justice sociale, de la redistribution, qu'ils ont en partie perdu leur victoire. Donc là, il y a une évolution lourde d'essayer de prendre en compte cette évolution qui existe aux États-Unis. Alors, en Europe, le contexte est différent, mais il y a aussi des évolutions assez sensibles. Je pourrais vous parler des sociodémocrates allemands qui, au moment de la sortie du Capital au XXIe siècle, je me souviens d'ailleurs aussi bien Elizabeth Warren aux États-Unis à l'époque trouvait mes propositions d'impôt sur la fortune, elle trouvait ça vraiment beaucoup trop radical à l'époque. Je me souviens aussi de débats avec les responsables du Parti social-démocrate à Berlin qui disaient à l'époque non, vraiment, l'impôt sur la fortune, on ne veut plus jamais en entendre parler. Et là, même pas 10 ans plus tard, on voit comment. Je suis retourné à Berlin début 2020, là, avant le confinement. Et les responsables du Parti social-démocrate étaient en concurrence les uns avec les autres et avec les responsables des autres partis pour savoir qui proposerait un impôt sur la fortune plus ambitieux. Et les événements depuis un an sur la pandémie, évidemment, ont prolongé ce mouvement. Donc, je pense qu'il y a des évolutions assez profondes. Alors, après, le socialisme chinois, c'est intéressant. Moi, je suis pas là pour faire la police du langage. C'est-à-dire, je suis pas là pour dire aux uns et aux autres, c'est ça le socialisme, c'est ça le capitalisme. Je pense que le fait qu'ils aient envie d'appeler ça socialisme, c'est intéressant. Alors après, ça n'a évidemment rien à voir du tout avec ce que j'ai en tête. C'est un socialisme très étatique, très autoritaire, qui par moments tend vers la dictature numérique parfaite, et on ferait mieux de s'en soucier plutôt que à mon avis, de continuer de faire de pratiquer la libre circulation des biens, des services, des capitaux avant qu'il ne soit trop tard, si je puis dire. Enfin, en tout cas, disons, c'est un vrai sujet. Ça n'a évidemment rien à voir avec le socialisme démocratique, participatif, qui peut être défendu par les jeunes électeurs états-uniens ou dans mes travaux. Mais c'est la même chose que le capitalisme est multiple. Enfin, entre le capitalisme colonial de 1910, le capitalisme social-démocrate d'aujourd'hui, ce sont des systèmes très, très, très différents. Et ça va continuer d'évoluer. Donc moi, j'insiste surtout là-dessus. Rien n'est figé. Arrêtons de nous raconter que le capitalisme unique est éternel et que le socialisme est impossible. Enfin, tout ça n'a pas de sens. On a une très grande diversité de modes d'organisation de tous ces systèmes et ça va continuer d'évoluer. Alors justement, vous venez de dire que le socialisme que vous défendez, à la fois dans Vivement le socialisme, mais aussi dans les derniers chapitres de Capital Idéologie, c'est un socialisme participatif et décentralisé. Vous ajoutez qu'il doit être fédéral et démocratique, écologique, métissé et féministe. Alors j'aimerais qu'on reprenne un peu chacun de ces termes pour mieux les comprendre, en commençant peut-être par participatif et décentralisé. Qu'entendez-vous par là? Alors, ce que j'entends par là, c'est un peu l'opposé du socialisme étatique, avec une propriété étatique hégémonique et une planification centralisée telle qu'on l'a vu notamment en Union soviétique. Donc, pour moi, dans le socialisme participatif, il y a deux composantes principales. L'un qui est le partage du pouvoir au sein des entreprises, entre les représentants des salariés et les actionnaires. Et le second pilier, c'est la circulation de la propriété et du pouvoir, notamment à travers l'impôt progressif. Mais d'abord, je commence par le premier pilier. Le premier pilier, c'est vraiment le partage du pouvoir. Donc là, je voudrais à nouveau partir d'une expérience historique réelle. Parce qu'on n'est pas, moi, j'essaie de ne pas être dans la théorie, j'essaie vraiment de m'inspirer des évolutions qui ont déjà en partie eu lieu et de voir comment on peut les amplifier, les prolonger. Il y a plusieurs pays européens, en particulier l'Allemagne, la Suède, mais en fait l'ensemble des pays d'Europe nordique et l'Autriche aussi, qui, depuis les années 50, ont un système de droit de vote assez significatif pour les représentants des salariés, c'est-à-dire que, par exemple, en Allemagne, dans les plus grandes entreprises, au-delà de 1000 salariés, vous avez la moitié des sièges dans les conseils d'administration des entreprises qui sont tenus par des représentants élus des salariés. Ce qui veut dire que si les salariés, ça c'est sans posséder la moindre part au capital. Si en plus les salariés possèdent 10% ou 20% du capital, ou si jamais une collectivité locale possède 10 ou 20% du capital, ce qui arrive souvent en Allemagne, l'État de Basse-Saxe a 20% de Volkswagen, par exemple. Alors dans ce cas-là, vous faites basculer la majorité, y compris face à un actionnaire qui aurait 80 ou 90% des actions. Donc vous voyez que par rapport au capitalisme classique, une action, une voix, on est dans un système qui est déjà très très différent.
Et je peux vous dire que les actionnaires allemands, quand ils ont dû accepter cette loi donc de 1952, donc ça date pas d'hier, qu'on traduit de l'allemand la codétermination ou la cogestion, peut-être on dirait plutôt en français, les actionnaires allemands n'étaient pas d'accord du tout. Et c'est évidemment dans le cadre de rapports de force de l'après-guerre allemand très particulier que tout ça a été imposé. Enfin, ça avait déjà été imposé en partie sous la République de Weimar dans les années 20. Enfin, tous ces mécanismes avaient été suspendus sous le régime nazi. Et puis, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, les syndicats, dans le cadre de rapports de force nouveaux de l'après-guerre, ont obtenu ces mesures. Alors, c'est quand même très intéressant parce que malheureusement, ça n'a pas été étendu, ni aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais ni en France, ni au Canada. En fait, c'est resté très Europe centrale, Europe germanique, Europe du Nord. Ce qui montre d'ailleurs que parfois, voilà, on n'apprend peut-être pas assez suffisamment les uns des autres. C'est-à-dire que moi, enfin, en France en particulier, on continue encore aujourd'hui d'avoir un discours du patronat français, comme on sait, particulièrement rétrograde parfois, consistant à dire, écoutez, les syndicats, ils sont là pour protester dans la rue, c'est leur place, on ne les veut surtout pas autour de la table du conseil d'administration. D'abord, ils ne sont pas prêts, tout ce qu'ils savent, c'est protester. Bon, ce qui est vraiment la vision la plus conservatrice et obtuse qu'on peut imaginer, parce que c'est justement si vous ne donnez pas aux syndicats les moyens d'intervenir de façon constructive sur les stratégies des entreprises, qui veut dire avoir accès aux comptes, avoir accès à tous les documents auxquels un conseil d'administration a accès, évidemment, vous êtes dans une pure opposition. Bon, sauf qu'en Allemagne ou en Suède, ça ne marche pas si mal pour finir. Ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que les recherches dont on dispose suggèrent que ça permet d'impliquer les salariés dans la stratégie à long terme de l'entreprise. Donc moi, le premier pilier de ce que je propose, c'est non seulement d'étendre ça à tous les pays. Et il y a déjà des discussions en France, il y a eu des propositions aux États-Unis, au Royaume-Uni pour étendre ce système. Et si l'ensemble de ces pays l'étendaient, ça deviendrait une nouvelle norme au niveau quasiment mondial et ça changerait quand même pas mal de choses. Donc, première chose, l'étendre aux autres pays, l'étendre aux plus petites entreprises. Donc, par exemple, en Suède, ça s'applique dès 25 salariés. Vous avez un tiers des sièges, alors qu'en Allemagne, c'est 1000 salariés. Donc, ça, on peut l'étendre aux plus petites entreprises. Et puis, par ailleurs, pour aller plus loin, moi, je discute plusieurs possibilités dans mon livre, de façon ouverte et sans prétendre fermer le débat, mais on peut imaginer qu'au sein des 50% des droits de vote allant aux actionnaires, on puisse plafonner les droits de vote dont puisse bénéficier un actionnaire individuel, en tout cas au-delà d'une certaine taille d'entreprise. On peut dire, voilà, dans une petite entreprise, vous pouvez avoir s'il y a une seule personne qui apporte le capital, il peut avoir 50% des droits de vote comme actionnaire et puis une partie éventuellement comme salarié. Mais dès lors que l'entreprise grandit en taille, mettons au-delà de 50 ou de 100 salariés, un actionnaire individuel n'a pas plus de 10% des droits de vote. L'idée générale, c'est quoi ? C'est juste de dire qu'on vit dans des sociétés très complexes, en même temps très éduquées, et dans lesquelles des dizaines, des centaines, des milliers de personnes ont la possibilité, devraient avoir la possibilité de participer à la prise de décision économique. Et l'idée qu'une seule personne disposerait des compétences, des informations nécessaires pour prendre toute seule les décisions et qu'il suffirait qu'une personne ait fait fortune grâce à son talent, parfois grâce à de la chance ou un mélange de tout ça, à l'âge de 30 ans, pour que cette personne puisse continuer de prendre toutes les décisions toute seule à l'âge de 40 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans, dans une entreprise comportant des milliers, parfois des dizaines ou des centaines de milliers de salariés, c'est une vision monarchique de l'économie qui correspond pas tout à fait à nos sympathiques technologiques milliardaires de la tech qui nous parlent sans cesse d'horizontalité, de redistribuer le pouvoir, etc., ils ont qu'à commencer à le faire eux-mêmes. Et je pense que, malheureusement, il faut un peu leur forcer la main. C'est-à-dire que si on n'a pas un système, en l'occurrence légal, qui partage les droits de vote, on ne va pas y arriver. Donc ça, c'est le premier pilier. Et puis le deuxième pilier, c'est à travers la fiscalité, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le système légal, le système des droits de vote au sein des entreprises, et le second pilier, c'est fiscal, c'est-à-dire qu'en plus de ça, je pense qu'on a besoin d'un système d'impôt progressif, non seulement sur les revenus et sur les successions, comme on l'a développé dans beaucoup de pays au cours du XXe siècle, mais également d'impôt progressif annuel sur la propriété, sur le patrimoine, sur l'ensemble de ce qu'on possède, de façon à pouvoir faire circuler la propriété de façon et éviter une trop forte concentration du pouvoir au sommet de la répartition des patrimoines, et que chacun en particulier puisse avoir accès à un minimum de patrimoine. Donc je parle dans mon livre d'héritage pour tous, je mentionne
des montants. Je parle que chacun reçoive à 25 ans l'équivalent de 60% du patrimoine moyen, ce qui en France ferait 120 000 euros et sans doute ce ne serait pas très différent au Canada. C'est pas censé être une proposition fermée. C'est-à-dire dans mon système, dans le système qui est proposé là, les personnes qui actuellement héritent de 0 euros, ce qui est à peu près la moitié ou même les 2/3 les plus pauvres d'une génération héritent de très peu de choses, hériteraient de 120 000 euros. Ceux qui actuellement héritent d'1 million, après l'impôt progressif sur la succession, hériterait encore de 600 000. Donc, on n'est pas du tout, on est encore très, très loin de l'égalité des chances, qui est un principe théorique que les uns et les autres aiment bien défendre, mais lorsqu'il s'agit de l'appliquer concrètement, là, les gens tiquent beaucoup plus. Donc, vous voyez que là, avec ce système que je propose, on est encore très, très loin. Et si vous voulez mon avis, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Mais ce serait déjà un changement important. Tout ça, évidemment, n'a pas vocation à se substituer au système de revenu minimum, de revenu de base, de protection sociale, d'accès à la santé, à l'éducation, sur lequel on a au contraire besoin d'étendre ces systèmes, de les rendre plus transparents, plus égalitaires. Mais sur la refonte du système de propriété qui est au cœur de cette proposition de socialisme participatif, ce sont vraiment ces deux piliers, le système légal avec les droits de vote pour les salariés, le système fiscal avec cette circulation permanente de la propriété qui sont au cœur de la proposition. Alors ça, ce sont des propositions très claires pour le socialisme participatif et décentralisé. Pensons maintenant au socialisme fédéral et démocratique. Là, on sent qu'il y a une volonté à la fois de penser des mécanismes de solidarité à l'échelle internationale, mais quand même de ne pas négliger l'État-nation. Pouvez-vous expliquer un peu ce que vous entendez par fédéral et démocratique? Oui, alors l'idée générale, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire ni de l'état de nos démocraties, ni de l'état de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a une façon parfois on évoquait la Chine tout à l'heure, on a une façon de donner de la leçon au reste du monde en disant, voilà, nous, les démocraties, nous, le monde libre, la mondialisation dans le droit, etc., qui, je trouve, relève parfois un peu de l'incantation et de la suffisance qui n'est pas du tout de mise, parce que, voilà, à la fois notre système démocratique et l'organisation de la mondialisation au niveau transnational mérite pour être grandement amélioré. Tout ce qui concerne l'organisation de la démocratie, il y a d'abord tout ce qui concerne le financement de la démocratie, le fait qu'aujourd'hui on a je sais pas, en France, on a les 3/4 des médias qui sont possédés par 5 ou 6 milliardaires. Bon, c'est quand même assez difficile de considérer que c'est le stade le plus achevé, le plus parfait de la liberté de la presse. Enfin, on peut peut-être à nouveau sur les questions des médias favoriser un financement plus participatif, une gouvernance plus démocratique, plus de rôle pour les journalistes, mais aussi pour les lecteurs et un peu moins pour les milliardaires. Sur le financement des partis politiques, sur le fait de demander, de permettre aux citoyens d'intervenir dans le fonctionnement des partis politiques, dans le fonctionnement de la démocratie, pas seulement avec un bulletin de vote tous les 5 ans, mais avec une démocratie beaucoup plus en continu. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails des propositions, mais c'est un énorme chantier. Partir du principe qu'on est arrivé avec la démocratie parlementaire à une forme achevée et terminée, c'est pas du tout ça. Alors, il faut partir de cette forme de l'État-nation et l'améliorer, mais il faut dans le même temps, comme vous le disiez, passer à la réflexion fédérale, transnationale sur l'organisation de la mondialisation. Donc moi, je suis notamment marqué évidemment par le contexte européen dans lequel je fais des propositions, notamment un manifeste pour la démocratisation de l'Europe qui a été signé par plus de 100 000 personnes en Europe, venues de tous les pays, dans lesquels on fait des propositions concrètes de réforme des institutions européennes. Mais au-delà du cas européen, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on s'est enfermé dans une façon d'organiser la mondialisation où on considère que la libre circulation des biens, des services, des capitaux peut venir en échange de rien du tout. C'est-à-dire, on prend ça comme donnée, et ensuite seulement, on dit, maintenant, on pourrait discuter d'avoir de la justice sociale, de la justice fiscale, des cibles environnementales, climatiques, sauf qu'en fait, toutes ces questions sociales, fiscales, climatiques devraient être dans les premiers chapitres de nos traités internationaux, que ce soit les traités internes à l'Union européenne ou les traités entre l'Union européenne et le Canada ou l'Amérique latine ou l'Afrique, enfin des
différentes régions du monde entre elles devraient d'abord se fixer des objectifs de justice sociale, justice fiscale, de justice climatique, et ensuite, il peut aussi y avoir des articles concernant les normes permettant de faire circuler les biens, les services, les capitaux, et moi je ne suis pas du tout contre la circulation des biens et des capitaux, à condition que ce soit cohérent avec les objectifs climatiques, les objectifs sociaux, les objectifs fiscaux qu'on s'est fixés en premier. Et alors, on peut imaginer comme ça des traités qui soient plus des traités, disons, de développement, de co-développement, avec une dimension sociale, une dimension de justice plus forte, et qui ne soient pas simplement des traités commerciaux financiers. On peut aussi imaginer que, en plus de ces traités qui ne peuvent pas tout fixer à l'avance, on ait des formes d'assemblées transnationales rassemblant des députés européens, des députés canadiens, des députés africains, qui, ensemble, pour préciser certains points du traité ou vérifier en cours de route, est-ce que les objectifs climatiques, migratoires, économiques qu'on s'était fixés ont été tenus, comment on va ajuster notre impôt minimal sur les multinationales, comment on va ajuster notre taxe carbone sur les exportations et les importations, qu'on ait besoin du véritable assemblée transnationale qui, au grand jour, délibère, décide alors pas sur tous les sujets, mais sur des sujets qui ont été délimités à l'avance dans le cadre de ces traités. Je pense que c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas prévoir tout à l'avance dans les traités, on ne peut pas laisser ça simplement au huis clos habituel entre chefs d'État qui vraiment nous saoulent complètement et ne font rien avancer en plus. Donc, cette étape de démocratie transnationale, d'assemblée transnationale, je pense que ce n'est pas simplement une utopie, c'est quelque chose qui est indispensable, y compris pour des raisons d'efficacité face aux défis climatiques, mais face à des quantités de défis qu'on a à relever aujourd'hui. Alors, le cas de l'Europe est emblématique, parce qu'évidemment, l'Europe, c'est le continent où les États-nations ont été le plus loin dans ce qu'elles ont à la fois de négatif et de positif. Alors, dans ce qu'ils ont de négatif, les empires coloniaux européens se sont fracassés les uns sur les autres dans un cycle d'autodestruction nationaliste, génocidaire que vous connaissez pendant la première moitié du XXe siècle. Donc, on peut difficilement faire pire que ça. Et en même temps, après la Seconde Guerre mondiale, ont développé des systèmes d'État social qui représentent ce qu'un État-nation peut faire de plus utile, en tout cas de plus utile par rapport à la phase que je viens de décrire. Et en même temps, on est bien placé pour savoir que face aux défis climatiques, face à des défis de justice fiscale, face aux multinationales, face aux questions de réfugiés, un pays, un État-nation tout seul n'est clairement pas la bonne échelle. Et le système institutionnel qu'on a actuellement en Europe, qui en gros sacralise la libre circulation des multinationales, des capitaux, des biens et des services, mais rend complètement impossible l'adoption d'impôts communs, de règles budgétaires communes, de taxes carbone en commune. Ce que je vous rappelle, en Europe, il faut l'unanimité, c'est-à-dire toutes les décisions sur ces questions, par exemple de taxation des multinationales dont on parle actuellement, demandent l'unanimité. Alors, ce qui évidemment est impossible à réunir, et donc le résultat, c'est que l'Europe ne fait rien sur ces questions. Donc là, je pense qu'il y a vraiment besoin de changer les institutions. C'est l'idée de proposition que je fais dans le livre, et aussi dans le manifeste pour la démocratisation de l'Europe, auquel je faisais référence tout à l'heure, qui en un mot repose beaucoup plus sur des assemblées où on prend les décisions à la majorité, impliquant des députés nationaux, et pas simplement, parce que le problème du Parlement européen actuel, c'est très bien, c'est très, très positif par rapport au Conseil des chefs d'État. Moi, je préfère de beaucoup le Parlement européen, mais en même temps, au moment d'engager les contribuables nationaux, les contribuables allemands, les contribuables français, les contribuables italiens, à la fin des fins, ce sont quand même les parlements nationaux qui doivent, par exemple, approuver, vous savez, le fameux plan de relance que l'Union européenne est censée avoir adopté au mois de juillet dernier, et qui en fait est toujours pas adopté. C'est qu'en fait, chaque parlement national, le Bundestag allemand, l'Assemblée nationale française, le Parlement italien, doit l'approuver. Donc en fait, le système institutionnel européen actuel, c'est qu'en fait, vous avez une série de droits de veto de chaque parlement national, et vous n'allez pas supprimer les parlements nationaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux parlements nationaux, à partir de maintenant, pour engager le contribuable national, c'est uniquement le Parlement européen. Donc je pense qu'une solution
plus réaliste et en fait plus souhaitable, c'est de construire une assemblée transnationale avec des membres des parlements nationaux en proportion des populations, des groupes politiques, et cette assemblée européenne nouvelle pourrait prendre des décisions à la majorité, alors avec des limites aussi sur les transferts entre pays, parce que tout ça est compliqué. Je veux dire, ce sont des défis nouveaux. Alors moi, j'insiste beaucoup dans mon travail aussi sur le fait que si on a du mal à résoudre les problèmes d'aujourd'hui, c'est pas juste qu'il y a un complot d'horribles milliardaires qui nous empêche d'avancer. Alors, il y a toutes sortes d'horribles conservateurs partout, aujourd'hui comme hier, c'est vrai aussi. Mais c'est aussi qu'on a des enjeux qui sont nouveaux et qui sont complexes et sur lesquels c'est pas si facile que ça non plus de trouver les bonnes institutions démocratiques, fiscales, sociales pour avancer. Et moi, je ne prétends pas du tout avoir les bonnes solutions, mais je pense c'est vraiment très important d'en débattre, de construire des plateformes, des systèmes d'appropriation collective pour que un jour le changement soit possible. Je pense qu'il n'y a rien de pire que voilà, d'un côté, l'idée rien ne changera jamais, c'est impossible de toute façon, et puis de l'autre, cette idée, voilà, il suffit le jour où on aura complètement remplacé le système, mis par terre les groupes dominants, alors on sera tous d'accord sur ce qu'il faut faire et tout sera très bien. Bon, en fait, les deux formes d'opposition sont finalement tout aussi négatives l'une que l'autre, parce que c'est pas comme ça c'est pas comme ça que les choses vont se produire. Alors, un dernier élément de votre socialisme, et c'est là où on voit que vous êtes à l'écoute des nouvelles préoccupations, c'est un socialisme qui soit métissé, féministe et écologique. Encore là, je vais vous demander de clarifier un peu ce que vous entendez par un socialisme métissé, féministe et écologique. Oui, alors là, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, mais disons que le développement économique occidental et mondial depuis un ou deux siècles, enfin depuis la révolution industrielle, c'est fait dans le cadre d'un système colonial et en partie basé sur différentes formes de racisme et enfin, non seulement à l'époque de l'esclavage, mais également dans le colonialisme post-esclavagiste aux États-Unis comme dans les empires coloniaux européens. On a vraiment des traces de discrimination passée extrêmement fortes sur lesquelles s'est développé le système économique. Tout ça s'est aussi développé dans le cadre d'un système profondément patriarcal. Et moi, j'essaye de rappeler dans Capital et idéologie à quel point la phase 1950-1980, d'une certaine façon, est le sommet de la phase patriarcale, dans le sens où le droit formel, l'égalité des droits sur le plan formel est étendue aux femmes mariées, ce qui n'était pas le cas jusqu'aux années 60-70, où dans de très nombreux pays, les femmes mariées n'avaient pas les mêmes droits juridiques que les hommes mariés pour ce qui est de signer un contrat de travail, ouvrir un compte en banque, vendre un bien. Donc cette égalité juridique n'est atteinte que dans les années 60-70. Mais en vérité, cette égalité juridique est atteinte sans qu'il y ait une égalité réelle. C'est-à-dire c'est un peu l'âge du patriarcat comme un peu quasiment comme aboutissement le fait que le salaire masculin soit suffisamment élevé pour que la femme puisse s'arrêter de travailler, s'occuper des enfants, est quasiment promu comme un objectif en soi pour toutes les classes sociales. Et on sort tout juste de cette période-là. C'est-à-dire que si on prend un indicateur comme quelle est la part du total des salaires touchés par les femmes, aujourd'hui, en France, on est à peine 39%. Les hommes ont 61% de la masse salariale. Dans les années 70, on était à 20% pour les femmes, 80% pour les hommes. Et oui, de mesurer les choses comme ça, on voit aussi l'importance des indicateurs. C'est que on se rend un peu mieux compte quand même de l'ampleur du système. C'est-à-dire que souvent, on se contente de regarder les écarts de salaire à travail égal ou à profession égale. En fait, ça revient beaucoup à euphémiser les différences et à cacher les vrais enjeux, parce que évidemment tout le truc est que les personnes n'ont pas accès aux mêmes postes et aux mêmes professions, et donc si on regarde les choses de façon plus globale sur la répartition du travail rémunéré et du salaire pour le travail rémunéré dans nos sociétés,
on reste dans des systèmes extrêmement inégaux et on sort tout juste, d'une certaine façon, de cette phase du patriarcat. Et puis, sur la question de l'environnement, bon, on sait très bien que le développement économique depuis 2 siècles s'est appuyé sur l'utilisation de ressources hydrocarbures accumulés d'abord de ressources en bois, puis ensuite de ressources en charbon, puis en pétrole, puis en gaz. Tout ça, d'ailleurs, s'est additionné beaucoup plus que ça s'est substitué les uns aux autres. En fait, on a ajouté une nouvelle couche de ressources qu'on utilisait, qui sont des ressources qui ont été accumulées dans les sous-sols de la Terre, pour certaines, depuis des milliers, des millions d'années, et qu'on a tout consommé en quelques dizaines ou centaines d'années, avec de surcroît comme conséquence, comme on sait maintenant aujourd'hui de façon claire, le réchauffement de la planète. Donc là, on est dans une situation où on ne pourra résoudre ces différents défis qu'avec une très forte avancée en termes d'égalité, avec une très forte réduction des inégalités. Je vais insister là-dessus. On a calculé au laboratoire sur les inégalités mondiales que les 1% de la planète qui émettent le plus de carbone, qui sont pour 60% d'entre eux en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, mais bon, un peu au Canada aussi. Ici aussi. Surtout aux États-Unis, ces 1% de plus gros émetteurs de la planète émettent plus de carbone que les 50% de la planète qui émettent le moins de carbone, qui sont plutôt en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, et qui sont justement ceux qui vont subir le plus les conséquences du réchauffement climatique. Donc on est dans une situation où voilà, combien de temps on va continuer d'échanger comme ça les uns avec les autres sans prendre en compte ces gigantesques effets négatifs qui sont infligés les uns sur les autres, comme ça, en toute quiétude et en toute bonne conscience. Et après, on va faire des sommets où les chefs d'État, y compris les États-Unis, voilà, vont dire voilà, nous sommes tous ensemble. Bon, c'est très bien, mais voilà, quand est-ce qu'on se donne des indicateurs permettant de mesurer objectivement les dégâts et des indicateurs permettant de corriger les dégâts, ou alors on peut dire on ne va rien corriger. Mais bon, là, on part quand même de très loin. Et bon, la grande question, c'est à quel rythme les dégâts vont devenir tellement visibles que les opinions vont se mobiliser. Enfin, il y a déjà une mobilisation, mais pour l'instant, c'est vrai que les dégâts restent encore, pour certains, et pour les opinions souvent un peu théoriques. Enfin, sont pas encore, disons, on les voit par certains côtés, des incendies, mais c'est pas encore totalement apocalyptique. Donc la question, c'est voilà, à quel rythme les choses vont se dégrader, et est-ce que ça va devenir la force de changement numéro 1 ? Ça, personne n'a vraiment la réponse à cette question. Mais sur la première question, qui est celle des discriminations et du socialisme métissé, bon, moi, j'ai pas mal écrit dans Capital Idéologie sur toute la question des réparations, par exemple à Haïti, où, comme on sait, donc Haïti a dû repayer à la France de 1825 à 1950 une dette qui avait été fixée à environ 300% du PIB, enfin 3 années de production d'Haïti en 1825, qui donc a été remboursée à la Caisse des dépôts, à la France, et un consortium de banquiers français pendant plus d'1 siècle pour rembourser les propriétaires d'esclaves français qui avaient été spoliés de leur propriété lors de l'indépendance de l'île et de la fin de l'esclavage. Et la position habituelle des dirigeants français, c'est de dire tout ça est très triste, mais c'est tellement ancien, on peut rien y faire et c'est vraiment fort dommage. Bon, sauf que les paiements ont eu lieu jusqu'aux années 1950 et qu'il existe des injustices et des spoliations qui ont eu lieu, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale ou même parfois pendant la Première Guerre mondiale et dont on considère encore aujourd'hui qu'on doit faire des commissions pour les réparer. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. Et non seulement on les répare, mais on les répare même pour les descendants. Et quand il s'agit de transmettre des patrimoines, là, ça pose aucun problème à quiconque d'aller regarder les descendants, les générations suivantes et de faire des compensations jusqu'à aujourd'hui. Par contre, quand il s'agit de voir un paiement qui a été fait là par un État, en l'occurrence Haïti, qui est une véritable spoliation, qui a eu des conséquences de génération en génération, là, par contre, on dit « Ah non, c'est trop ancien, pas de chance ». Bon, c'est très, très compliqué de développer ensuite des normes de justice communes quand on fait preuve d'une telle mauvaise foi. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on se met dans des situations très compliquées.
on crée ensuite des affrontements identitaires. Parce qu'inévitablement, c'est ça qui peut encourager des personnes, typiquement, à se dire, en fait, les normes de justice, c'est pas les mêmes pour ceux qui ont la peau noire ou pour des personnes qui ont vécu des injustices terribles pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le régime nazi en particulier. Et donc, les gens se mettent à comparer comme ça après des situations d'injustice, alors qu'en fait, il faudrait les corriger toutes ces injustices, ou en tout cas montrer qu'on essaye de trouver des normes communes permettant de faire quelque chose. Mais moi, je pense qu'on va finir par y arriver, parce que vous savez, il y a beaucoup d'injustices. Par exemple, aux États-Unis, le cas des Japonais américains internés pendant la Seconde Guerre mondiale est intéressant, parce que pendant des décennies, tout le monde disait aux États-Unis, c'est impossible de réparer ça, c'est trop compliqué. Bon, finalement, il y a eu une loi votée par le Congrès états-unien en 1988 qui a versé $25 000 ou $20 000 à chaque Japonais américain interné pendant la Seconde Guerre mondiale, encore vivant en 88. Ça a été ça le compromis. Bon. Quand il s'agit de compenser des spoliations pendant la Seconde Guerre mondiale, à nouveau, on continue jusqu'aux descendants. Ayant une discussion, tout ça, c'est compliqué, hein, mais au moins, quelque chose a été fait. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des discussions sur une possible extension de ce type de mécanisme à des personnes qui ont connu les discriminations aux États-Unis jusqu'en 1960, ce qui était aussi une injustice très lourde. Dans le cas de la France et d'Haïti, je pense que la France devrait repayer à Haïti l'équivalent des 300% du revenu national de 1825, ce qui aujourd'hui, si on fait 300% du PIB d'Haïti aujourd'hui, ça ferait de l'ordre de 30 milliards d'euros. Pour la France, la dette publique, ça va vers 3 000 milliards, donc c'est à peine plus d'1% de la dette publique de la France. On est vraiment dans l'épaisseur du trait, hein. Donc par rapport au quoi qu'il en coûte de notre cher président, tout ça n'a aucune importance. Mais pour Haïti, ça ferait une grosse différence, 300% du PIB, c'est-à-dire ça permet d'investir en infrastructure. Enfin, ça n'a rien à voir avec tous les montants de soi-disant aide dont on parle depuis des décennies. Et puis, je pense aussi que finalement, à la fin, même si c'est des débats compliqués, tout le monde s'en sentirait plutôt mieux d'avoir essayé de faire quelque chose sur des injustices aussi évidentes. Après, par ailleurs, il y a tout ce qui concerne l'avenir, la lutte contre les discriminations. En France, il y a énormément d'hypocrisie avec des politiciens, non seulement à l'extrême droite, mais de plus en plus à droite, et d'autres qui se disent au centre, qui essayent d'exploiter les lignes de clivage identitaire pour se hisser au pouvoir ou pour se maintenir au pouvoir, et qui ne font rien du tout pour lutter contre les discriminations qui sont pourtant extrêmement fortes en France. Si vous n'avez pas le bon prénom, le bon nom de famille, que ça a l'air un peu trop arabo-musulman, avec le même CV, vous n'avez juste pas d'entretien d'embauche en France. On le sait, on ne fait rien, ni pour le mesurer, ni pour le suivre d'année en année, ni pour agir. Donc voilà, c'est tout ça, ce sont des nouveaux défis, mais à nouveau, moi j'essaye de regarder ça aussi de façon positive, c'est-à-dire que derrière, il y a une évolution positive qui est que pendant des siècles, les personnes issues de différentes origines, des différentes régions du monde, différentes religions, n'avaient pratiquement aucun contact entre elles, autre qu'à travers des dominations militaires ou coloniales, à travers les armes, à travers des relations de pur pouvoir. Donc le fait que ces différentes personnes issues de toutes ces origines, régions du monde, se retrouvent aujourd'hui à cohabiter dans des mêmes communautés politiques sur la base, en principe, d'un principe d'égalité, c'est un progrès civilisationnel considérable. À l'échelle de l'histoire, ça ne fait finalement que quelques décennies, depuis les années 60, les décolonisations, les droits civiques aux États-Unis. Donc à l'échelle des siècles, des 4 ou 5 siècles de l'histoire du capitalisme, depuis la découverte de l'Amérique par les Européens, c'est hier. Et donc, à l'échelle de cette histoire, on commence tout juste ce processus. Voilà, ça continue malheureusement on continue d'avoir des préjugés et des exploitations politiques regrettables, mais ce sont des défis nouveaux et je pense qu'il est possible de trouver des solutions. Alors, l'histoire est longue, mais notre entretien, il ne lui reste pas beaucoup de temps. J'aimerais vous amener un petit peu sur mon terrain à moi, celui de la science politique. Le socialisme, la social-démocratie sont en crise, prises en étau entre ce que vous appelez le social-nativisme d'une part et la mondialisation libérale d'autre part. Dans le livre, vous esquissez quand même les conditions politiques de l'avènement d'une nouvelle coalition socialiste. Est-ce que vous pensez que la période post-Covid, avec ses plans de relance massifs aux États-Unis, en Europe, au Canada, peut être l'occasion d'un changement de paradigme? Est-ce qu'elle ouvre des possibilités pour vous dans l'immédiat?
Oui, potentiellement. Alors après, ça dépend des pays, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, là, les différents plans d'investissement présentés par l'administration Biden ont quelque chose de très réjouissant. Bon, même si malheureusement la majorité au Congrès est pas tout à fait là pour que les choses puissent aller aussi loin qu'on pourrait vouloir qu'elles aillent. Et c'est vrai que ça aurait pu, avec des candidats peut-être plus jeunes, plus entraînants, enfin, on aurait pu avoir des majorités plus fortes qui pourraient vraiment permettre de faire changer les choses. Mais déjà là, il y a des évolutions. Vous savez, en France, en Europe, on dit souvent, voilà, la gauche, la social-démocratie, ils sont dans un état de crise totale. Et c'est à la fois vrai, mais je dirais, chaque bloc politique est dans un état de crise complète. C'est-à-dire, la gauche va pas très bien, mais la droite va pas beaucoup mieux. C'est-à-dire, si vous prenez le paysage politique dans un pays comme la France actuellement, vous avez, vous avez en gros trois tiers. C'est-à-dire que les différentes partis de gauche représentent, si vous prenez les dernières élections qui sont les élections européennes, le 2019, représente à peu près 32-33% si vous mettez les différentes listes ensemble. Alors, elles sont complètement éclatées. Et il y a beaucoup de haine, parfois même, entre les différents partis de gauche aussi, parce qu'ils ont beaucoup gouverné, parfois ensemble, parfois séparément. Et donc, ça crée beaucoup d'animosité. En vérité, ils ont moins de différence entre eux qu'avec les deux autres tiers, et ils ont moins de différence entre eux que ce qu'ils imaginent parfois. Enfin, voilà, vous avez ce tiers-là, qui est quand même un gros bloc de l'électorat, mais qui est très fragilisé. Vous avez un autre tiers, qui est le tiers, disons, nationaliste, ou que j'appelle parfois social-nativiste dans mon livre, qui joue beaucoup sur l'ethnocentrisme, qui est rassemblé autour du Rassemblement national, enfin de l'ancien Front national, qui regroupe 25% des voix, mais qui, avec toute une partie de la droite qui tend plutôt sur ces thèses, regroupe, disons, plus haut 30-35% des voix. Bon, ce groupe-là, il paraît fort, il paraît uni, mais bon, d'abord, c'est uniquement parce qu'il n'a jamais gouverné. S'ils avaient gouverné, alors je ne préfère pas qu'on tente l'expérience, mais s'ils avaient gouverné, ils se disputeraient autant que la gauche sur toutes sortes de choses. Donc là, ils ont l'air très unis, mais c'est très factice. Et puis surtout, leur grande fragilité, c'est que le reste du pays a quand même très très peur de ce bloc-là, et je pense pour des bonnes raisons. Et puis vous avez au milieu un espèce de tiers qui s'est regroupé autour de La République en marche, qui est une coalition très singulière, puisque là, c'est une coalition qui regroupe ce que j'appelle dans mon livre, à la fois la gauche brahmane et la droite marchande, c'est-à-dire qui a récupéré à la fois les élites diplômées qui avant votaient pour le centre-gauche, et puis les élites plus économiques du centre-droit. Et au final, on a un bloc qui fait, disons, un tiers en prenant une bonne partie du centre-droit, mais qui est extrêmement biaisé dans sa base sociale. C'est-à-dire, si on regarde par niveau de diplôme, de revenus, de patrimoine, qui vote pour ce tiers-là, la pente est incroyablement forte. C'est dans les données dont on dispose, la coalition politique, le bloc électoral le plus marqué socialement et le plus favorisé socialement et économiquement de toute l'histoire électorale française. Et ça pose quand même des soucis, et qu'on a vu au moment de la crise des Gilets jaunes, d'ailleurs qui nous fait revenir sur le fond de la transition écologique. C'est-à-dire que si vous créez une taxe carbone, vous augmentez la taxe carbone en disant c'est pour le climat, puis en fait les gens se rendent compte que la même année où vous payez 5 milliards de plus d'euros d'impôts de taxe carbone, il y a 5 milliards d'euros qui sortent du budget pour financer la suppression de l'impôt sur la fortune, et après vous expliquez aux gens « Ah mais non, mais les deux sommes n'ont rien à voir, c'est la même somme qui rentre et qui sort la même année, mais la taxe carbone c'était pour le climat et ça n'a rien à voir qu'on ait par ailleurs l'argent pour supprimer l'impôt sur la fortune ». Mais les gens à un moment se disent « Non mais vous nous prenez vraiment pour des imbéciles, on veut bien payer plus d'impôts si c'est pour une grande cause éventuellement, mais si vous avez tout cet argent utilisé pour 1% de la population, nous ça nous pose quand même un problème. Et le résultat, c'est qu'on a tué l'idée même de taxe carbone en France, en tout cas pour un certain temps, alors qu'avant 2017, ça augmentait gentiment d'année en année. Je ne dis pas que c'était l'impôt le plus populaire du monde, mais disons, ça se passait à peu près. Voilà, le fait que ce bloc politique au pouvoir, d'après moi, très, très biaisé socialement et fiscalement dans ses préférences, a quand même a envoyé en l'air ce début de consensus qu'on avait autour de la taxe carbone. Donc, et puis, on a eu un mouvement social extrêmement violent avec les Gilets jaunes, qu'on a un peu oublié, là, parce qu'on a eu le second événement majeur du quinquennat Macron, qui est la pandémie, enfin, comme dans le monde entier, mais qui était quand même un événement d'une grande violence. Donc, tout ça pour dire que les trois tiers, si je prends le cas de la France, les trois tiers ont tous les trois des fragilités, des failles. Mais en fait, ces trois tiers, pour revenir aux sciences politiques, c'est aussi un peu les trois grandes familles
intellectuel, socialisme, nationalisme, libéralisme, qui anime aussi l'histoire des idées politiques depuis 2 siècles, et qui doivent maintenant prendre des formes nouvelles, adaptées à la mondialisation, adaptées aux défis écologiques, aux enjeux féministes, aux enjeux de diversité. Mais dans le fond, on est dans une phase historique où ces trois tiers, aucun n'a vraiment la majorité de façon évidente, et les coalitions qui vont se faire, plutôt sur les axes sur lesquels insiste l'un ou l'autre des 3 tiers, sont assez ouvertes suivant les pays. En terminant, quand on pense à des économistes qui ont marqué le socialisme ou la gauche, on pense évidemment à Karl Marx, à John Maynard Keynes, et vous écrivez à leur propos dans le livre « L'un et l'autre ont été des chroniqueurs aiguisés de leur temps. Sans doute a-t-on eu tort de les prendre pour des théoriciens achevés du futur. » Est-ce que c'est une injonction que vous vous imposez à vous-même? Une injonction à quoi? À être un théoricien achevé du futur? À ne pas être un théoricien du futur. Oui, non, après, moi, je prends le risque de dire des choses essayer de tirer des leçons pour le futur, mais c'est vrai que j'essaye de garder beaucoup de distance par rapport à ça, parce que ce que nous apprend l'histoire des inégalités entre classes sociales que j'étudie, c'est que l'histoire ne se déroule jamais de la façon dont on avait prévu. C'est-à-dire que vous avez des crises, des rapports de force, des révoltes, des luttes, qui prennent ensuite des formes et qui conduisent à des débouchés politiques qui, pour le meilleur ou pour le pire, ne sont pas forcément ceux qu'on a prévus. Après, je crois quand même, moi, profondément, dans le rôle des idées, des débats d'idées. C'est-à-dire, je pense que dans les moments d'incertitude et de bifurcation historique, dans les moments de crise, les idées qui ont donné lieu à des appropriations collectives ou qui n'ont pas donné lieu à d'appropriations collectives dans les décennies précédant ces moments de crise, peuvent avoir un impact sur la façon dont les choses vont se dérouler en différentes trajectoires. Mais c'est vrai que Keynes et Marx, moi, dans les 2 cas, je préfère de loin leurs écrits finalement un peu de chroniqueurs de leur temps que les ouvrages plus théoriques, que ce soit la théorie générale de Keynes ou le Capital de Marx. Ce sont des écrits dont beaucoup de parties, moi, je trouve, sont assez obscurs en vérité. Ils ne sont pas très clairs. Alors que par contre, quand ils sont chroniqueurs de leur temps, souvent des textes plus courts et plus journalistiques, finalement, là, il y a une espèce d'intelligence historique du moment. Keynes sur le traité de Versailles ou sur la crise de 29 comprend vraiment des choses. Et Marx, quand il écrit dans les années 1850, en 1848 sur la révolution en Europe, ou après sur la guerre des Taiping, la révolte des Taiping en Chine, par exemple, des intuitions, des choses vraiment, vraiment passionnantes qu'on ne trouve pas forcément dans les écrits plus théoriques. Moi, j'ai la chance d'écrire un moment complètement différent des sciences sociales, un moment beaucoup plus empirique, disons, des sciences sociales. C'est-à-dire que moi, on peut collecter des données, donc moi, dans mon dernier livre, Capital Idéologie, il y a 169 graphiques ou tableaux, donc il y a tout ce soubassement empirique que moi, je me contente souvent de commenter ou d'expliquer. À l'époque de Keynes ou Marx, il n'y avait pas toutes ces données, ces possibilités de collecte de données, donc il y avait plus de spéculation théorique. Je trouve que c'est plutôt bien qu'on soit passé à une autre phase des sciences sociales, mais bon, après... Thomas Piketty, merci. Je rappelle que nous parlions de Vivement le socialisme pour un lecteur ou une lectrice qui serait intimidé par les 1200 pages de Capital Idéologie. C'est une excellente introduction à vos chroniques, justement, du temps présent. Et je cède la parole à nos amis de Métropolis Bleu. Merci, messieurs Piketty et Méran, c'était tout à fait passionnant. On a débordé le temps, mais personne ne s'en plaint. À quelques reprises, je me suis refusé la tâche ingrate de vous interrompre parce que c'était tout à fait passionnant au nom du temps qui s'était écoulé. Donc, je me tourne maintenant vers le consul général de France à Québec, M. Frédéric Sanchez, qui a écouté attentivement, je le voyais bien, l'échange. Alors, M. Sanchez, que retenez-vous? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Que retenez-vous pour votre part? Quelques mots d'abord, chère Madame Lamontagne. On est, nous, au consulat, très heureux d'être partenaires de votre magnifique festival international de littérature. C'est ce qu'on nous demande à nous, consulat général de France, ici au Québec, de soutenir du mieux qu'on peut toutes les activités
culturelles qui réunissent très souvent de part et d'autre de l'Atlantique les Français, les Québécois au Canada et plus largement évidemment nos amis du manque francophone ou d'ailleurs. S'agissant de ce premier prix Sciences et littérature, moi évidemment je suis très heureux que nous en soyons partenaires, d'autant plus qu'il s'inspire de l'esprit encyclopédique des Lumières. Et cet esprit, évidemment, porte un message universel qui a souvent caractérisé la façon dont, en France, nous pensons le débat d'idées. D'ailleurs, M. Piketty, à l'instant, dans sa conclusion, a eu des propos très intéressants, je trouve, sur l'importance du débat d'idées. Et ce à quoi nous venons d'assister, c'est très intéressant entretien depuis 1 heure, illustre bien au fond l'importance de ce débat d'idées dans un monde contemporain. Moi, je retiens, je relève au fond le tout début de l'entretien. Monsieur Piketty, au fond, a un peu récusé ou mis à distance l'idée qu'il était économiste. Il a revendiqué une notion finalement plus large de chercheur en sciences sociales, en mentionnant diverses sciences humaines et en mentionnant même la littérature comme outil de représentation des réalités humaines. Donc, je trouve vraiment que ça illustre bien l'esprit du prix que vous avez remis ce matin aujourd'hui à monsieur Piketty, un prix qui vise au fond à accompagner une démarche intellectuelle, une démarche théorique qui inspire une pratique. C'est l'un des enjeux, au fond, habituels, assez classiques, mais sans cesse renouvelés, des rapports entre la théorie et la pratique, entre le savoir et sa mise en œuvre dans ce monde dans lequel on essaie évidemment tous ensemble de progresser. Donc, merci au Festival Métropolis Bleu pour cette belle occasion de nous aider en écoutant Monsieur Piketty aujourd'hui, mais d'autres intervenants tout au long du festival. Merci de nous aider au fond à mobiliser notre esprit critique et à essayer de nous faire progresser tous ensemble. Oui, merci, M. Sanchez et M. Piketty. Je vous écoutais tout à l'heure et je veux attirer votre attention sur l'un des invités du festival, qui est le philosophe Souleymane Bachir Diagne. Donc, je crois que ça va aussi peut-être vous intéresser. Vous aurez envie d'aller traîner par là sur notre site, prêter une oreille et un regard aux propos de Souleymane Bachir Diagne, qui est philosophe très, très intéressant. Alors, il faut s'arrêter ici, malheureusement, parce qu'on aurait pu continuer, mais heureusement, on peut continuer en lisant, en se procurant les ouvrages de Thomas Piketty à la librairie partenaire du festival, la librairie Gallimard à Montréal, donc www.librairiegallimard.com. Thomas Piketty, Frédéric Sanchez, Frédéric Mérand, je vous remercie. Je remercie le public d'avoir suivi cet événement. Je vous invite à faire provision d'autres événements de la programmation du printemps du Festival littéraire international Métropolis Bleu. Tous les détails sur notre site. Ici Marie-André Lamontagne. Merci d'avoir été là. Vive la littérature, vive l'économie, vive les sciences sociales, vive les livres. Voilà. Au revoir. Bravo. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Au revoir.